Mon nom est Sylvie Verville. J'habite à Park River. On a une petite maison. De cette maison, on aurait voulu pouvoir partir un projet bigénérationnel. Mais malheureusement, on a rencontré plusieurs contraintes. Je m'appelle Joanne Sonnette, je suis propriétaire avec ma fille Isabelle Proulx et mon gendre Ricardo Ravenda d'une maison dite intergénérationnelle. Mon nom est Luca Yakouvakis, je suis architecte. Je suis fondateur avec Marie-Claude Hamelin de l'atelier YH2. Les maisons tours, en fait, c'est des maisons qu'on a construites pour nous, mais qui ont évolué dans le temps parce qu'au début, il n'y avait qu'une seule maison tour. Et maintenant, il y a 2 maisons tours, mais sur le même lot. Alors à la base, sur un seul lot, on est parti d'un bâtiment unifamilial qui avait à l'arrière-cour des garages. Et on a construit donc sur le bâtiment unifamilial qui était un étage, on a rajouté 2 étages, qui est devenue la première maison tour. Elle s'appelle maison tour parce que son empreinte au sol était très petite et était très verticale. Et à l'arrière, donc, les garages étaient sur un étage. Et on a construit donc très récemment maintenant la 2e maison tour. Ce qui nous a amené, c'est qu'on cherchait un petit coin sur le bord de l'eau pour éventuellement pour notre retraite. C'est la venue de Léonie, qui est notre petite fille, qui vit avec nous depuis l'âge de 7 mois là, à temps plein. Avant, elle venait de temps à autre, mais maintenant, elle vit avec nous à temps plein. Puis, Justin, c'est son parrain, qui est mon fils le plus jeune. Puis, il voulait s'impliquer beaucoup. Puis, le fait d'être à proximité, c'est pour nous aider aussi quand l'école va arriver. Là, Léonie, elle a 3 ans, mais éventuellement, bon, l'école, l'adolescence, on s'est dit, bon, ça serait bien. Puis, lui a dit, je veux être là, je veux m'impliquer plus. En fait, on aurait voulu, au rez-de-chaussée, faire une chambre, qui aurait été une plus grande chambre, qui aurait permis de se faire une chambre, puis de pouvoir agrandir les 2 qui sont là, en faire qu'une, pour que Léonie ait une plus grande chambre. Puis, au-dessus, ça aurait été de faire un loft, juste avec une petite cuisine, une petite salle de bain, puis salon-chambre. Avant que j'achète la maison avec ma fille et mon gendre, on partageait un logement à Montréal, un haut de duplex avec le sous-sol, donc ça donnait quand même là, 2 étages avec une cour. Puis on s'est mis à partager les factures là, du logement. Et on a aimé ça. On a trouvé qu'on s'entendait bien, fait qu'on s'est mis à chercher une maison. Moi, j'ai acheté ma première maison, j'étais pour avoir 50 ans. J'ai été monoparentale pas mal toute ma vie, fait que j'ai pas eu toujours les moyens d'économiser à gauche et à droite là, pour finir par trouver un cash down, là, un montant là, de dépôt. Et bon, après avoir vécu 2 ans avec les enfants, en tant que parent, je souhaitais que ce couple-là réussisse puis pour aller partir dans la vie. Puis j'ai décidé de m'investir. J'avais des économies parce que eux, toutes seules, le montant de dépôt est quand même assez volumineux. Économiquement, c'était comme un bon coup qu'on faisait là, tous les 3. Sur 10-12 maisons qu'on a visitées, tant Montréal, Repentigny, Laval, Laval-Ouest, 2, les logements n'étaient pas au sous-sol. Les autres, c'était des sous-sols, puis ce que j'aimais pas dans les autres, c'était l'écrasement. Un sous-sol, il y a des maisons, des fois, le plafond est beaucoup plus bas, les fenêtres sont très petites, il n'y a pas de luminosité, il n'y a pas... Moi, celle-là, ici, répondait à tout, même si le logement était dans un sous-sol. Comme n'importe qui, j'aurais préféré être sur un étage, ou même en haut des enfants, pas en bas des enfants, mais en tout cas, ça, c'est correct. Mais celui-là, ici, il m'a plu parce qu'il était assez clair, le plafond assez haut, puis beaucoup de luminosité. À la base, quand on veut faire une maison unifamiliale, c'est parce qu'on veut, ça s'appelle unifamilial, donc on fait une maison pour une famille. Nous, à la base, quand on l'a construit, on n'était que 2, mais Marie-Claude était déjà enceinte, si je me rappelle, ou c'était dans les projets tout court.
On était 2 adultes avec 2 enfants. La maison avait 3 chambres à coucher. Ici, donc, dans celle-ci, c'est la même chose. On se retrouve avec 2 adultes, 2 enfants, donc, puisque nos enfants qu'on a déménagé de l'autre côté. Et eux, donc, les gens qui ont pris notre ancienne maison, eux aussi sont 2 adultes, 2 enfants. Il nous semble que l'habitat privé que tout le monde aimerait avoir, c'est une maison, en fait. Et la question un peu antinomique, c'est qu'on voudrait tous une maison, mais on voudrait qu'elle soit en ville pour qu'on soit près des accès. Alors, c'est tout le débat se pose là. Comment faire des maisons qui sont des maisons complètes, qui ont accès à un espace extérieur complet dans un milieu urbain? Ce qu'on a est intéressant, mais on pourrait être plus dense que ça. Et de se dire, est-ce qu'on pourrait arriver à un niveau de densité où on peut avoir des maisons sur un seul lot à Montréal, mais est-ce qu'on peut en avoir 2? Et moi, je pense même qu'on pourrait aller plus loin, on pourrait avoir 3 maisons sur un seul lot. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut voir comment traiter la notion d'intimité. Donc, il faut que ces bâtiments-là soient intimes l'un par rapport à l'autre. Et comment traiter les espaces extérieurs. Dans le cas ici, ce qui est arrivé, c'est que la première maison tour, ce qui était très particulier, puis ce qui était intéressant, c'est qu'elle avait un jardin entièrement privé parce qu'elle a un jardin intérieur. Et ça, on l'a conservé. Et la première maison tour a conservé son jardin intérieur. Quand on a fait l'annexe de la deuxième maison tour, finalement, on a laissé entièrement le jardin à la première maison et nous, notre espace extérieur va se retrouver sur le toit. En juillet 2015, j'ai reçu une lettre qui indiquait dedans qu'on était en infraction envers la ville. Ça m'a coûté quand même plusieurs milliers de dollars. Pour apprendre, après que les travaux sont quasiment finis, que c'est pas légal, qu'il va falloir que je redéfasse tout. Là, ça m'a coûté encore des sous. Il a fallu démolir le temps, l'énergie, l'argent qu'on a mis là-dedans pour se mettre conforme là, avec la ville. Pour nous, les conséquences ont été émotives et monétaires. Quand on fait la deuxième maison tour, là, on essaie quelque chose qui n'a jamais été fait. Moi, il y a très peu de cas où on va voir sur un même terrain 2 bâtiments parce qu'il y a un règlement municipal qui l'interdit. Donc, on est parti d'un cottage existant qui était tout petit. Quand on a construit la première maison tour, on l'a agrandi. Mais quand on est arrivé pour faire un deuxième bâtiment, là, la ville nous a dit non, ça ne fonctionne pas. En fait, on le savait un petit peu. Là. Et donc, on a été les voir en leur disant qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous permettiez l'idée que ça soit qu'on ait 2 bâtiments. Et en fait, on aurait pu créer une deuxième maison qui serait adossée à la suivante. Ça veut dire qu'on aurait pu avoir 2 bâtiments collés, mais dans la condition qui était ici, si on avait fait ça, ça aurait impliqué de couper l'arbre. Et pour nous, dans un bâtiment, il faut nécessairement qu'il y ait un arbre parce que c'est le poumon de la ville. Puis la ville était d'accord avec nous. On ne peut pas couper l'arbre, là, donc il fallait le garder. Ce qui fait que la seule façon de construire 2 bâtiments, il fallait, pour construire les 2 bâtiments, qu'on les relie. Alors, pour les relier, on a créé une passerelle, parce que si on avait voulu créer un bâtiment au niveau du sol, il aurait fallu couper toutes les racines de l'arbre, puis là, il serait peut-être mort. Donc, en fait, ce qu'on a créé, c'est un deuxième bâtiment au-dessus du bâtiment secondaire, de l'annexe. On a rajouté des étages, puis pour relier les bâtiments, on a créé une passerelle qui relie les 2 bâtiments. Et donc, comme ça, on a répondu à la réglementation municipale. C'est, pour moi, formellement, dans ma tête, 2 bâtiments, mais en fait, ça n'en est qu'un seul au niveau de la réglementation. Avec les banques, le problème, c'est qu'on se retrouve, en fait, à leur demander de financer quelque chose qui, pour eux, n'existe pas. C'est un peu le problème, là. Et donc, on a beau leur dire que c'est une maison unifamiliale, pour eux, on fait un duplex, comment ils l'évaluent, ils ne savent pas trop. Ça a été relativement difficile. On avait essayé d'organiser un financement double, ça veut dire que les gens qui achetaient avec nous devenaient copropriétaires avec nous avant construction, puis après ça, on montait le projet. Et finalement, la banque a dit oui, on est traîné là-dessus pendant 8 mois, puis lorsqu'on a commencé le premier coup de marteau, ils nous ont dit finalement non. Et donc, c'est pas si simple. Et donc, on s'est retourné sur un financement privé parce que finalement, la banque ne voulait pas bouger. En fin de compte, on a plus de contraintes que d'autres choses. Le terrain n'est pas assez grand parce qu'il nous disait, étant donné qu'il doit avoir une chambre, 2 chambres additionnelles dans le fond, une salle de bain additionnelle, on doit modifier la tank septique parce qu'en fait, cette tank-là, elle est pour une chambre et demie, là, une chambre avec une chambre de visite dans le fond. Puis, si on veut l'agrandir, mais on ne peut pas parce qu'on n'a pas l'espace sur le terrain. Si on regarde, ça aurait coûté au-dessus de 100 000 $. Fait que
Tu sais, c'était comme quasiment le coup de reconstruire une maison ailleurs, là. On a investi beaucoup ici. On a investi beaucoup monétairement, mais ben, on est investi beaucoup de cœur aussi parce qu'on aime notre place, puis on a une belle vue, on a un beau terrain, on adore ça. Des gens qui n'ont pas de ressources dans leur milieu, c'est beaucoup de coûts, puis c'est beaucoup de démarches, parce que quand tu es néophyte, tu connais rien là-dedans, tu ne sais pas trop vers qui te tourner, là. Bon, c'est ce qui me reste ici là, comme pièce. Là. Ici, vous aviez la cuisine avant. J'avais comptoir, lavabo, frigidaire. Mon frigidaire était là. Ici, j'avais ma cuisinière, j'avais un comptoir. J'avais un gros îlot dans le centre ici. Puis l'autre côté, c'était ma salle à manger que j'avais faite. J'utilise la cuisine du rez-de-chaussée présentement. Je me rends compte que la réglementation diffère d'une municipalité à l'autre, qu'elle soit collée une sous l'autre ou pas. Qu'elle soit grande ou petite, c'est pas vrai qu'il n'y a pas une municipalité qui a la même réglementation, mais disons que c'est très inégal, c'est pas chromé égal tout partout. Et aussi la réglementation, les termes utilisés sur les sites internet là, des municipalités. Bon, mon langage à moi, je veux une maison intergénérationnelle. Mais si je fais des petites recherches sur les sites internet des municipalités, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Si j'aurais à revivre cette expérience-là, nonobstant là, les sérieux problèmes que j'ai eus avec la maison dans laquelle j'habite présentement, je referais ça n'importe quand. Je retournerais vivre avec ma fille et mon genre et maintenant mes 3 petits-fils. Et je le conseille à tout le monde. C'est une nouvelle façon de vivre en intergénération. C'est une nouvelle façon, puis une ancienne façon, si on peut parler comme ça. Parce que si on recule, nos arrière-grands-parents, eux vivaient tous dans la même maison. Je présente Lorenzo. Toi, t'aimes ça, la caméra? Allô? Oh, c'est de face.